Je vous retrouve pour le plateau de l'invité, cette fois toujours pour parler de la Russie avec ce décès annoncé de Prigojine sous le thème Russie, Prigojine, rébellion, capitulation et disparition. Nous en parlons avec vous, Magloire Kemayo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et également directeur général de New World Economy. Alors, la nouvelle est tombée le mercredi dernier. Evgeny Prigojine et quelques membres de son cercle fermé seraient morts dans un crash d'avion en Russie. Comment avez-vous personnellement reçu cette information? C'est vrai que l'on se disait que quelque part il y aurait des représailles. Après les événements d'il y a 2 mois, on se disait qu'il y aurait probablement un retour de bâton, mais le programme n'était pas connu. Là, on peut dire qu'on a une idée de ce que ça pouvait être, mais ça laisse quand même beaucoup de zones d'ombre. La première zone d'ombre étant que généralement pour les assassinats de ceux qui lui ont été proches, le patron du Kremlin procède autrement. C'est généralement par empoisonnement que cela arrive. Et là, dans le cas de Prigojine, il est à peu près évident que même si ce n'est pas le chef du Kremlin, c'est probablement quelqu'un auprès des autorités russes, du commandement militaire, qui a dû lancer cette opération. Et je n'imagine pas qu'une telle opération soit lancée sans l'accord du Kremlin. Et de l'autre côté, est-ce que c'est un écran de fumée qui est lancé pour passer à autre chose, gérer les relations avec l'Afrique différemment? Il y a beaucoup trop de pistes aujourd'hui qui sont ouvertes pour que l'on soit fixé. Le patron du Kremlin lui-même, Vladimir Poutine, a dit qu'une enquête sera lancée, comme une enquête avait été lancée il y a quelques mois pour l'assassinat d'un des pontes du régime également, mais on n'a pas eu de suite à cette enquête-là. Donc on attendrait, peut-être qu'on saura un peu plus. Alors, vous l'aviez évoqué peut-être à demi-mot tout à l'heure. Est-ce un écran de fumée? Certains doutaient toujours de l'annonce de cette mort de Prigojine. On y voyait peut-être une stratégie pour détourner les attentions. Pourquoi a-t-on aussi douté de ce fait? Prigojine était-il immortel selon les gens? Non, il n'est pas immortel, mais c'est qu'il joue un rôle très important. Et d'ailleurs, dans l'apparition qu'il fait dimanche dernier, on le voit sur le terrain probablement africain. Certains ont dit que c'est au Mali qu'il se trouvait quand il a tourné cette vidéo-là. Il s'est senti un destin africain, non pas seulement comme mercenaire, mais comme homme d'affaires, parce que au-delà de Wagner, il a également d'autres entreprises dans la communication ou la désinformation, c'est selon. Il a des entreprises dans la restauration, dans de nombreux autres secteurs d'activité qu'il faisait tourner, les mines notamment. Et donc, pour lui, peut-être qu'il y a eu un compromis qui a été trouvé à la suite des échauffourées à la frontière ukrainienne qui ont fait qu'on lui a confié le terrain africain dans lequel il devait s'exprimer. Et s'il devait avoir une autre base de repli en dehors de la Russie, c'était peut-être la Biélorussie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, toutes ces pistes sont brouillées. Il est peut-être mort, il n'est peut-être pas mort, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le redéploiement qui sera celui de Wagner et sur l'avenir de l'intervention militaire russe, notamment sur le continent africain, puisque nous sommes en Afrique. Nous en parlerons tout à l'heure, mais nous reprenons dès le début. Il y a de cela 2 mois, les 23 et 24 juin, Evgeny Prigojine avait retenu l'attention mondiale avec son intention de marcher sur Moscou. C'était donc sa rébellion. On retourne sur les faits. Qu'est-ce qui avait poussé à l'époque Prigojine à oser défier le maître du Kremlin? Il a défié le Kremlin parce qu'il estimait que son unité avait été attaquée, que certains de ses soldats, de ses mercenaires avaient été tués et que cela ne pouvait pas rester impuni. Venant d'un chef d'armée, on peut l'entendre, même si ce sont des mercenaires. Donc il voulait défendre les siens qui avaient été tués par l'armée russe. Et donc il a décidé de marcher sur le Kremlin. Au bout d'un certain temps, il a changé d'avis et il s'est ravisé pour aller voir Poutine, qu'il a finalement envoyé en Biélorussie, avant qu'il ne retombe sur cet accord probable qu'ils ont eu sur un redéploiement de Wagner qui irait servir la Russie en Afrique et peut-être sur d'autres continents. Qu'est-ce qui aurait pu donner ce courage à Prigojine de vouloir marcher sur Moscou selon vous? Peut-être qu'à l'intérieur de l'appareil militaire et de l'appareil du renseignement, il a eu des appuis qui lui permettaient de penser qu'il pourrait aujourd'hui, dans le bras de fer qu'il a opposé depuis le début au ministre de la Défense russe, qu'il pouvait obtenir gain de cause en agissant par la force et pourquoi pas en remplaçant le, le président de la Russie actuelle. Était-ce possible?
Vous savez, Au regard des forces en présence, je veux dire. Oui, parce que nous sommes dans... Je ne sais pas si ça aurait pu être possible ou pas. Tout dépend du niveau de collaboration dont il aurait pu bénéficier, du niveau de complicité qu'il aurait pu avoir au sein de l'appareil dirigeant, que ce soit celui du renseignement militaire, de l'exécutif militaire ou de la sécurité au niveau du Kremlin, s'il avait eu des appuis suffisamment forts qui l'ont rassuré sur le fait qu'il serait appuyé logistiquement et qu'on lui aurait facilité la tâche. Peut-être qu'il aurait pu rêver grand et estimer qu'il pourrait remplacer Poutine, mais on voit bien que c'est une équation très difficile à résoudre. Quoi qu'il en soit, le 25, il annonce récapituler et revenir sur sa position. Il abandonne donc sa rébellion. Est-ce une erreur qui se paie aujourd'hui cash? Je ne sais pas s'il la paye cash, mais ce qui est certain, c'est qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est d'abord le fait qu'il y a une grande corruption au sein de l'armée russe et notamment au niveau des officiers. Mais ça, c'est connu. Je pense que le président Poutine, ne serait-ce que par sa précédente vie d'agent du KGB, a suffisamment d'informations pour savoir quel est l'état de son armée et notamment les états de service de ses généraux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'attaque à l'État en période de guerre. Il y a une guerre extérieure qui est menée en Russie, une opération spéciale, comme elle a été appelée, et il se permet d'ouvrir un front intérieur. Il s'attaque non pas seulement aux ministres et aux généraux avec lesquels il n'était pas en accord sur le plan stratégique, mais il s'attaque à la Russie en général. Or, la grandeur de la Russie, pour Poutine, c'est non négociable. Donc, quelque part, c'est une erreur fatale qu'il a commise en attaquant le pays. Était-ce peut-être pour se corriger qu'il est revenu en Afrique pour faire cette vidéo dont vous parlez tout à l'heure? Parce qu'on a vu, au début de cette semaine, Evgeny Prigojine avait publié une vidéo se disant quelque part en Afrique où il faisait 50 degrés, où il était là pour se battre pour le bonheur des peuples africains, mais aussi pour semer le cauchemar dans la tête des terroristes. Finalement, il est décédé, mais bien avant, toujours dans cette vidéo, Prigojine voulait revendre la grandeur de la Russie. Était-ce une manière pour lui, pour se racheter auprès du chef du Kremlin? Non, je crois que c'était une façon pour lui de dire qu'il a compris que le terrain ukrainien, le terrain européen en général n'était plus pour lui et qu'il avait choisi son périmètre d'action et que ce périmètre d'action, ce serait l'Afrique, encore une fois, dans le système intégré de Wagner, qui n'est pas que celui des mercenaires, mais également celui de toutes les entreprises que dirigeait Yevgeny Prigojine. Alors, si ceci était le cas, qu'est-ce qui aurait donc valu qu'il soit aujourd'hui mort dans un crash d'avion? Peut-être qu'il y a... Alors, les hypothèses, encore une fois, elles sont nombreuses. D'une part, on peut estimer que c'est un écran de fumée. D'autre part, on peut estimer que c'est la vengeance finale pour dire, quand on a trahi la patrie, on ne s'en sort pas vivant. De l'autre côté, il y a aussi la possibilité pour la Russie de se dire, sur le terrain africain aujourd'hui, il faut que l'État russe, la Russie, intervienne directement, qu'elle ne sous-traite plus à Wagner, vu le manque de confiance qui règne aujourd'hui après l'opération d'il y a 2 mois. Et peut-être que ce sera directement la Russie. J'ai entendu dire qu'il y a 20 000 hommes qui sont préparés par le ministère de la Défense pour intervenir sur les terrains où Wagner était présent jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qu'il en est concrètement. C'est une information qui a été donnée et qui demande à être vérifiée. D'autre part, les rivalités qu'il y a eu qu'il y a entre aujourd'hui la Russie, les pays occidentaux membres de l'OTAN et la Chine font que la Russie doit véritablement prendre sa place. Et rappelez-vous, lors du forum économique à Saint-Pétersbourg, il était question pour la Russie non pas de rattraper le retard, mais de s'impliquer davantage dans les échanges avec l'Afrique. Et il ne s'agit pas uniquement de l'opération militaire. Donc l'État sera beaucoup plus présent. Peut-être qu'il sous-traitera moins, peut-être qu'il ne sous-traitera plus du tout. Et donc, quelque part, Wagner, qui n'était plus tout à fait fiable, sera probablement remplacé par une armée de métier, par une armée républicaine sur le terrain africain. Retour sur des chiffres. Hein. Nous rappelons que cette rébellion avortée avait commencé le 23 juin et c'est le 23 qu'on nous annonce, le 23 août, qu'on nous annonce le décès d'Evgeny Prigojine 2 mois exactement après. Est-ce que cela peut être une piste? C'est une coïncidence. Je ne sais pas si c'est une piste d'explication. Je ne sais pas s'ils sont spécialistes des chiffres et qu'ils veulent à tout prix aligner les chiffres. Mais ce qui est certain, c'est quand on voit la trajectoire du vol qu'il a pris, le vol allait à Saint-Pétersbourg. Il a été détourné. Pendant un moment, il a disparu des radars. Est-ce que c'était une opération pour
éviter au moment où on allait tirer qu'il y ait des dommages collatéraux et que cela atteigne d'autres avions dans le ciel. Je ne sais pas. Est-ce que c'était une opération de diversion pour justement en arriver à un stade où les 10 occupants de l'avion arrivent à s'échapper et qu'on remplace les corps par d'autres? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une zone d'ombre entre le moment où ils quittent Moscou pour aller à Saint-Pétersbourg et où l'avion change de trajectoire. Et puis après, on découvre simplement qu'il a été probablement percuté par un missile sol-air et qu'on a retrouvé les 10 corps qui n'ont pas encore été identifiés, mais qu'il comprend tout l'état-major de Wagner. Le président russe Vladimir Poutine s'était prononcé hier en évoquant ce décès, en présentant ses condoléances. Il a parlé de l'homme qui, pour lui, a commis des erreurs très graves, mais qui a réussi quand même à faire certaines choses. Quel regard portez-vous sur les propos du président russe Vladimir Poutine? Ils ne sont pas énigmatiques, c'est le moins que l'on puisse dire. Des erreurs graves, oui. Lesquelles? Il ne les a pas énumérées. Mais je pense que quand il parle d'erreurs graves, il parle notamment de cette agression des 23 et 24 juin, qui sont pour lui impardonnables. Il y a peut-être eu d'autres erreurs dans d'autres chantiers, mais ce qui est certain, c'est qu'il a salué la mémoire de toutes les victimes, de toutes les familles éprouvées, et qu'il a rendu également les hommages à Yevgeny Prigojine, malgré les erreurs graves qu'il a commises. Est-ce possible que ce soit une coïncidence, puisque Evgeny Prigojine n'est pas la seule victime de ce crash? Il est mort avec son entourage immédiat. Non, je crois que si la logique est celle de couper la tête de Wagner, il fallait le faire en s'arrangeant pour que la nouvelle tête qui naîtra ne soit pas aussi forte que celle qui vient de disparaître. Et donc, quelque part, ça se tiendrait comme scénario, c'est-à-dire éliminer les chefs et ne pas permettre à ceux qui arriveront. D'ailleurs, vous entendez aujourd'hui beaucoup vous entendez certains des mercenaires de Wagner qui disent que leur réaction arrive. Attendez, vous verrez ce qui va se produire. Ils disent qu'ils préparaient déjà ce qui pourrait se passer en cas de décès de Prigojine. Je ne sais pas ce que cela signifie concrètement, mais une chose est certaine, c'est que en le tuant avec celui qui a choisi le nom et qui était le chef opérationnel de Wagner, c'est un grand coup qui est mis à ce groupe de mercenaires. Quelles peuvent être les conséquences de cette disparition brutale d'Evgeny Prigojine, d'abord sur le front ukrainien, en Europe, dans le monde entier? Sur le terrain européen, probablement que ça va faire énormément plaisir aux Ukrainiens parce qu'il y avait deux fronts sur lesquels il leur faisait beaucoup de mal. C'est dans le Donbass et à Lugansk. Et puis, c'est quand Yevgeny Prigojine s'est installé en Biélorussie. De la Biélorussie, entrer à Kiev, c'est beaucoup plus court que de passer par l'est de l'Ukraine. Donc, quelque part, pour eux, c'est presque une mesure de satisfaction d'apprendre que ce bourreau, ceux qu'ils considèrent comme leur bourreau, n'est plus vivant aujourd'hui. Et que non seulement il n'est plus vivant, mais une grande partie de son staff a disparu avec lui. Sur le terrain africain, je ne sais pas si cela va changer grand-chose, encore une fois, parce que les acteurs sont encore là. Ceux qui faisaient les opérations sur le terrain sont là. La tête a peut-être disparu, mais les plans d'action et l'exécution ne vont pas énormément changer. Ce qui pourrait éventuellement changer, c'est si l'armée russe, comme on l'entend dire, décidait aujourd'hui d'envoyer des soldats véritablement de l'armée nationale russe, les envoyer sur des terrains comme la Libye, où ils sont déjà présents, les envoyer en République centrafricaine, au Mali, et déployer donc sur le plan de l'intervention militaire des soldats reconnus comme des soldats de la Fédération de Russie. Et sur le plan mondial, au niveau des États-Unis, les réactions aussi ont continué. Mais revenons un peu à l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est également prononcé sur la question, même s'il prenait cette information avec des pincettes, s'il estime que l'Ukraine n'a rien à voir avec ce décès. Est-ce à dire que c'est l'autre, Poutine, selon l'opinion internationale, qui serait à la base de ce décès? Certains ont pensé que c'était peut-être une opération venant des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont tenté beaucoup de choses ces derniers temps concernant la Russie. Il y a des tirs qui ont eu lieu, il y a des bombes qui ont été lancées, il y a des drones qui ont atterri et qui n'ont pas forcément explosé, même si c'était des drones dont la vocation était d'exploser. Donc quelque part, on se dit, s'ils arrivent à frapper à Moscou et qu'ils arrivent à frapper Wagner à Moscou, ça devrait être un grand succès revendiqué. Or, c'est pas le cas.
Et en plus, le matériel utilisé semble être un matériel russe. Et s'il n'avait pas été russe, j'imagine que les autorités russes auraient protesté contre ce genre d'opération menée sur leur sol par des forces étrangères, qu'elles soient américaines, françaises ou ukrainiennes. Or, ce n'est pas le cas, donc probablement que c'est une action russe qui a été menée depuis la Russie par des Russes. Et si c'est le cas, est-ce que cette disparition arrange Vladimir Poutine? Oui, je suppose elle ne lui fait pas de mal, en tout cas. C'est parce que je crois que dans la restauration de l'image de la Russie, il y avait aussi cette dimension de dire quiconque s'attaque à la République, à la Fédération, en aura pour ses frais. Et c'est le cas aujourd'hui pour Wagner et pour ses chefs. Ce faisant, quelle image donne Poutine aujourd'hui à l'opinion internationale? L'image de celui qui ne laisse rien passer, que ça vienne de son camp ou que ça vienne du camp d'en face. Il montre qu'il est dans la défense de la Russie, quelle que soit la personne qui se met devant son chemin, il l'écrasera, il n'aura aucune peine, aucune gêne à le faire. Vous parliez tout à l'heure des membres du groupe Wagner qui ont évoqué peut-être à début mots certaines actions. À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir peut-être? Peut-être que ceux qui sont en Ukraine tenteront des choses. Peut-être que ceux qui sont à Saint-Pétersbourg, puisque le siège de Wagner reste à Saint-Pétersbourg, peut-être qu'ils vont tenter des choses. Peut-être qu'ils diffuseront des documents compromettants pour Vladimir Poutine et pour la Fédération de Russie. Peut-être qu'ils tenteront des actions d'éclat sur le terrain. Peut-être que leur complicité à l'intérieur de la machine de sécurité et de défense leur permettra de tenter des coups. Aujourd'hui, on en est encore à des conjectures, mais ce qui est certain, c'est que il y a un grand coup qui a été frappé. Si ces disparitions sont confirmées et si la nouvelle politique de la Russie, c'est de prendre en charge directement par la fédération les actions de déploiement à l'étranger, si tout cela se confirme, c'est qu'on est en train de tourner une page dans les relations entre la Russie et les mercenaires, notamment Wagner, qui n'est pas la seule milice d'ailleurs en Russie. Vous parliez tout à l'heure du quartier général de Wagner qui est basé à Saint-Pétersbourg et c'est là justement que les hommages continuent de pleuvoir. Les citoyens viennent rendre hommage à Evgeny Prigojine et pourtant l'image qu'on a de lui à l'international n'est pas aussi celle de quelqu'un qui mériterait cette sympathie. Pourquoi peut-être cette double vision sur la personne de Prigojine? C'est normal, je ne sais pas comment le justifier même. On dit souvent chez les chrétiens que nul n'est prophète chez soi, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Il arrive très souvent que quand on a réussi, et c'est le cas pour Yevgeny Prigojine, même si ce n'est pas dans le sens commun de la réussite, il a quand même réussi à représenter Saint-Pétersbourg au plus haut niveau de l'État, et il a fait rayonner et Saint-Pétersbourg et la Russie à l'international, notamment sur le terrain africain. Et donc pour eux, c'est une véritable fierté d'avoir quelqu'un comme celui-là chez eux. Quand vous regardez le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, j'ai pas l'impression que c'est un objet de honte pour les habitants de Saint-Pétersbourg. Donc c'est un homme d'affaires qui a réussi. C'est aujourd'hui un chef de milice qui a réussi également, même si aujourd'hui, à la fin de son activité, on se pose beaucoup de questions sur la pérennité de Wagner. Mais une chose est certaine, c'est que de son vivant, il a bâti de quelque chose de grand. Et c'est probablement même pour cette raison que Saint-Pétersbourg et ses habitants lui sont reconnaissants. Que deviendront les positions occupées par le groupe Wagner dans les différents fronts, surtout en Ukraine? Ben, ces fronts-là seront probablement repris par l'armée fédérale de la Russie. Et il ne faut pas oublier, quand on parle des Tchétchènes, ça fait partie de la Russie. Donc probablement qu'il y a des supplétifs de Tchétchènes qui viendront. Probablement vu qu'il y a eu un recrutement qui a été lancé, que de nouveaux hommes seront envoyés sur le front et qu'ils permettront de garder ces positions qui ont été conquises et qui sont défendues aujourd'hui par la Russie. Evgeny Prigojine avait surtout critiqué les méthodes de l'armée russe sur le front, qu'il estime n'avoir pas fait le travail que ces hommes ont fait, qui ont permis à la Russie de récupérer ou bien de conquérir un large territoire en peu de temps. Est-ce que cette disparition risque aujourd'hui de jouer l'effet inverse, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine peut-être de récupérer des territoires conquis par les mercenaires de Wagner? Disons d'entrée de jeu que Wagner aujourd'hui, comme tous les groupes humains, n'est pas un groupe homogène. Il y en a qui sont
qui ont déjà fait allégeance à la Russie. Il y en a d'autres qui vont probablement avoir des velléités de vengeance par rapport à leurs chefs qui ont été tués. Mais une chose est certaine, c'est que avant toute chose, ils sont là comme des mercenaires. S'ils gagnent, c'est tant mieux pour eux. S'ils perdent, ils perdront sur toute la ligne. Et donc je suppose que ceux qui sont restés au front auront à cœur de gagner la bataille et qu'ils seront renforcés simplement par l'armée républicaine de la Russie qui viendra sécuriser les positions. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont dégarni le front pour aller négocier à Moscou et pourquoi pas tenir le quartier général à Saint-Pétersbourg. Ce qui est certain, c'est que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ce qui changera peut-être, ce sont les relèves qui se feront progressivement dans les prochaines semaines. Au niveau de la Biélorussie, pas encore d'annonce officielle. Comment peut-on percevoir la disparition de celui qu'on avait accepté de protéger pour qu'il soit réfugié en Biélorussie et qui a décidé entre-temps de tourner en Afrique? Non, je crois que ni Prigojine, ni le défunt Prigojine, s'il est décédé, ni le Kremlin n'ont de compte à rendre au président de la Biélorussie. C'est un allié et un allié en position de faiblesse. Donc, il fait ce qu'on lui demande de faire et la plupart du temps, il le fait sans poser trop de questions. Je ne pense pas que cela va changer quelque chose pour lui. La Russie tente aujourd'hui de récupérer, ou du moins depuis cette tentative de rébellion, de récupérer certains éléments de Wagner. La proposition avait déjà été faite, ce qui n'a pas vraiment été du goût de Prigojine. Est-ce que cette mesure pourra marcher aujourd'hui, que Prigojine n'est plus censé être là? Je pense que les lignes resteront encore une fois très difficiles à déterminer, les lignes de démarcation entre ceux qui se battent pour la Russie et ceux qui veulent venger le chef qui a été assassiné. Je ne sais pas quelle est la proportion de ceux qui sont dans un camp ou dans l'autre, mais ce qui est certain, encore une fois, de mon point de vue, c'est que ces mercenaires sur le terrain auront soif de gagner. Et s'ils veulent gagner, ils doivent continuer le combat et tenir les positions. Après, est-ce qu'ils auront des velléités de vengeance par rapport aux soldats qui viendront compléter l'effectif ou qu'ils auront besoin d'aller frapper directement à Moscou? Ça, je n'en sais rien pour le moment. Et je pense que personne n'en sait encore rien. Eux-mêmes ont été très vagues. Ils sont apparus encagoulés. Leurs discours on a l'impression que la voix a été trafiquée pendant qu'ils s'exprimaient. Donc, on ne sait pas concrètement ce qui nous attend dans les prochains jours, mais ce qui est certain, je ne pense pas que les autorités russes et les soldats qui ont été déployés sur le terrain vont se démobiliser, vont se mettre à se battre entre eux, entre soldats recrutés par Wagner et soldats venus renforcer en provenance du ministère de la Défense. Toujours sur l'avenir de Wagner, peut-on craindre une chasse aux sorcières pour ceux qui, à l'époque, s'étaient mis devant pour marcher sur Moscou avant que Prigojine ne décide de récapituler? Non, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas spécialiste des questions de défense et au-delà même de ne pas être spécialiste des questions de défense, je crois que probablement ils savent ce qui les attend. Si les chefs ont subi le sort qui a été le leur il y a quelques jours, ce ne sont pas les bidas qui vont être traités différemment. Donc chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui voudront venger Prigojine tenteront leurs actions. S'ils réussissent, tant mieux pour eux. Mais j'ai l'impression que s'ils se ratent cette deuxième fois, l'hécatombe, elle sera de leur côté probablement. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité générale en Russie avec cette mort annoncée de Prigojine? Je crois que cela rebat les cartes, cela rebat très sérieusement les cartes. Cela montre qu'aujourd'hui, les leçons ont été tirées de cette dualité qu'il y avait dans le commandement militaire entre d'une part Wagner, qui était presque aussi puissant que le ministère de la Défense et qui était en rivalité avec ce ministère. Aujourd'hui, c'est presque un commandement intégré que l'on a au sein des opérations militaires de la Russie à l'étranger, où on n'aura plus cette espèce de bicéphalisme-là, où il y aura des conflits fratricides entre des Russes membres de Wagner et des Russes envoyés par le ministère de la Défense. Je crois que c'est cette leçon qui a été tirée et que sur la base de cet enseignement-là, la Russie essaiera d'avoir une action beaucoup plus fédérale qu'éparse, comme nous l'avons vu ces derniers mois. Merci beaucoup, Louis Magloire Kemayo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain également, directeur de New World Economy. Merci beaucoup à vous. Également, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro
de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de Regard Croisé.